Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. L'objectif aujourd'hui est de revenir sur un événement aéronautique qui a eu lieu juste au nord du terrain de Washington, 28 heures avant le crash, qui a vu un Sergi 700 et un Black Hawk se percuter juste ici dans l'axe de la piste 33 à environ 325 pieds. Pourquoi se focaliser sur cet événement qui a eu lieu 28 heures avant? Eh bien tout simplement parce que 28 heures avant, un hélicoptère s'est retrouvé proche de la trajectoire d'un avion de Republic Airlines, et l'avion de ligne a pris la décision de remettre les gaz. Vous n'en avez pas entendu parler. Pourquoi? Parce que tous les jours, des équipages prennent des décisions qui empêchent le modèle des plaques de Reason d'aller jusqu'à l'accident. Néanmoins, par rapport à l'événement qui aura lieu 28 heures plus tard, certains paramètres, notamment au niveau du TICAS, sont différents. Et ce que je vous propose de comprendre avec ces vidéos, c'est en quoi deux petits facteurs ont pu complètement transformer la situation. Allez, on attaque tout ça juste après le jingle. Petit rappel si vous n'avez pas vu les autres vidéos. Autour de la zone de Washington, tout comme dans 7 autres grandes villes des États-Unis, vous avez des zones basse altitude, par exemple la route 1 ou plus au sud la route 4, qui sont des routes publiées pour les hélicoptères. Ces hélicoptères étatiques ont droit d'y pénétrer s'ils respectent une certaine hauteur maximum de vol. Ils ont tendance à utiliser le radar altimètre, leur radiosonde pour estimer leur hauteur par rapport au sol, et également ils se doivent de faire une déconfliction visuelle vis-à-vis des avions de ligne. Normalement, la route est bien réfléchie pour vous amener à passer sous le trafic avec une marge de sécurité suffisante. Il y a certains endroits qu'on pourrait appeler des hotspots où cela peut être problématique, comme par exemple dans l'axe de la piste 33, où si vous ne respectez pas parfaitement l'altitude maximum autorisée pour l'hélicoptère de 200 pieds, vous pouvez vous retrouver conflictuel avec un avion de ligne. Néanmoins, ce terrain de Washington est très connu pour ses approches venant du nord où les avions de ligne doivent suivre à vue la rivière, le Potomac, afin de réduire les nuisances sonores dans la zone. C'est une approche qui est très connue en Amérique du Nord, qui est assez sympa à faire, que tout le monde fait en formation. Et vous allez voir comment, en fait, ça vous fait survoler des hélicoptères qui sont en sens inverse, mais à basse altitude. Tout cela a créé une habitude de la part des équipages, de la part des contrôleurs, de la part également des militaires qui font ces routes plusieurs fois par semaine. Et à partir de là, vous allez voir comment est-ce que des systèmes d'alerte, comme par exemple le collision alert qui apparaît sur l'écran des contrôleurs aériens, n'a plus vraiment l'impact nécessaire. Pourquoi? Parce que quand vous êtes contrôleur, par exemple à Charles de Gaulle ou à Orly, des collision alertes, vous en voyez pas souvent. Quand vous en voyez une, tout de suite, vous décoincez. Si vous en voyez tous les jours, forcément, il y a une accoutumance, et c'est pour ça que dans l'aviation, depuis l'accident de Challenger et dans la sécurité de manière générale, on a tendance à parler de normalisation de la déviance, s'habituer à avoir des situations qui ne sont pas exactement ce qu'elles devraient être si on s'alignait parfaitement à l'esprit des textes. Alors, je vous la fais simple pour ce qui est de l'événement qui a eu lieu 28 heures avant. Vous avez PAT-11, donc un hélicoptère Black Hawk, call sign PAT-11, qui remonte la route 1. Donc plutôt que le lendemain où c'était un vol qui descend, là il remonte la route 1, et par moment il a 200 pieds, 300 pieds, 400 pieds, il fait sa remontée basse altitude. Les avions arrivent du nord pour venir se poser sur le terrain de Washington. Première fois, il vient croiser Southwest Airlines 3665, qui est probablement un 737. Southwest est à 900 pieds, quand l'hélicoptère est à 300 pieds. Southwest poursuit et le contrôleur voit sur son plot qu'il a une alerte de collision, collision alerte. Tout le monde continue et j'ai envie de vous dire, c'est comme d'habitude, ils sont espacés de l'ordre de 600 pieds, ça passe. Il n'y a pas mort d'homme, mais encore une fois, c'est pas tout à fait parfait.
Par contre, l'hélicoptère continue vers le nord et arrive notre avion de Republic Airlines. Et là, quelque chose va être différent. Ce qui va être différent, c'est que notre hélicoptère est remonté un petit peu, il ressort à 600 pieds. Donc méfiez-vous de ces hauteurs parce qu'il y a peut-être une imprécision, mais de l'ordre de 100 pieds, 200 pieds grand maximum. C'est quand même assez fiable. Donc il sort à 600 pieds et notre Republic Airlines, il est à 1400 pieds. Et là, exactement comme pour le Southwest, vous avez collision alert. L'hélicoptère, il annonce qu'il a tout le monde en vue, qu'il n'y a pas de souci, qu'il fait sa déconfliction. Mais le Republic Airlines, lui, va interrompre son approche. Pourquoi? Parce qu'il a un RA. Le RA, c'est le Resolution Advisory. Et nous allons voir comment ce Resolution Advisory change complètement les prises de décision pour l'équipage des avions de ligne. Allez, on attaque tout ça. Dans un premier temps, donc les routes d'hélicoptère, on a expliqué que le pilote militaire doit être en dessous d'une altitude maximum. Si on vous dit ici, il faut être à 200 pieds max, grâce à sa radiosonde, il tient une altitude, hauteur pour être précis, inférieure à 200 pieds max. Et c'est lui qui doit gérer la déconfliction par rapport aux autres aéronefs. Donc il doit s'assurer de les éviter. Maintenant, il est malin, son transpondeur est allumé et comme tout pilote, il sait que la tendance, son vecteur vitesse, va avoir un impact sur le transpondeur des autres avions en approche. Ça veut donc dire que si j'ai un avion qui est en descente et que moi j'ai une tendance avec un vario à monter, ça risque de faire sonner le TICAS de l'avion de ligne. Donc normalement, on doit faire attention à notre vecteur vitesse, à ne pas avoir des trajectoires ascendantes si vous voyez un avion de ligne en approche au-dessus, car l'on sait que ce système intelligent estime votre position future. Et c'est là où il faut comprendre la philosophie de l'aviation de ligne. Quand on est pilote de ligne, on breathe, on respire des SOP. On réfléchit grâce à des procédures qui nous sont données par notre compagnie. Et ces procédures, c'est assez simple. Elles vous expliquent ce qu'on appelle un peu du if-then. Si tu es dans telle situation, alors tu dois faire ça. Retour d'expérience de beaucoup d'accidents. Pour prendre des bonnes décisions au bon moment, il faut nous expliquer sous le format si tu te retrouves dans le cas où tu as un Resolution Advisory, alors tu suis ton Resolution Advisory, tu remets les gaz, tu fais un compte rendu et tu te représentes. C'est ce qu'on appelle un no-brainer, il n'y a pas à réfléchir. Donc ce qu'on explique au pilote de ligne, c'est que pour pouvoir se poser, il faut faire une approche stable, avec une fenêtre de stabilisation à 1000 pieds, une fenêtre à 500 pieds, une fenêtre avant de poser. On s'assure d'être dans les bonnes conditions pour pouvoir continuer l'approche. Et si vous avez un RA, un ordre de la part de votre système embarqué qui vous dit monte, 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 descend, descend, descend par exemple, eh bien vous devez le suivre et c'est même plus important qu'un ordre du contrôleur. Alors, on va reparler un tout petit peu du RA après, mais ça c'est parfaitement aligné aux objectifs du pilote de ligne qui sont en 1, votre sécurité, la sécurité de l'équipage et celle de l'avion, également la sécurité d'un jeu au sol. En numéro 2, le respect du timing. Et en numéro 3, votre expérience en tant que client. Maintenant, pour bien comprendre comment fonctionne le TICAS, donc ce système embarqué, il va détecter s'il y a des transpondeurs qui risquent de se rapprocher de vous. Donc s'il y a d'autres aéronefs qui peuvent être conflictuels. À une certaine distance, il va vous prévenir, ce qu'on appelle un TA, un Traffic Advisory. Traffic. C'est pour attirer votre attention sur le fait qu'il y a un aéronef qui, d'ici quelques secondes, va peut-être être facteur. Donc vous arrêtez de faire ce que vous faites, vous commencez à vous focaliser et vous attendez l'ERA qui normalement va suivre cet ordre de la machine qui va vous donner un ordre. Et là, dans le cas de notre avion de Republic Airlines, il y a de grandes chances qu'il ait eu un climb, ce qui veut dire prends tout de suite une altitude, un taux vario, une altitude qui te fait monter de 2000 à 3000 pieds vario. Après, vous avez d'autres ordres possibles, par exemple increase climb, qui veut dire vas-y, tire plus fort pépère. Il faut augmenter ton taux de montée au-delà des 3000 pieds vario. Ce système, il doit être embarqué sur tous les avions de plus de 5 tonnes 7. Donc si vous êtes sur un avion où il y a plus de 19 personnes, de plus de 5 tonnes 7, vous aurez ce système de sauvegarde. Par contre, et c'est là où c'est important par rapport aux faits qui ont eu lieu 28 heures après, vous avez toujours le TA en dessous de 1000 pieds, mais vous n'avez plus de Resolution Advisory. Il est inhibé en dessous de 1000 pieds pour éviter les soucis lors des phases de décollage, lors des phases d'atterrissage. Donc le gros point important à comprendre entre le croisement qui a eu lieu avec la remise des gaz du Republic Airlines face à Pat 11 28 heures avant le crash et le crash qui a eu lieu en 33, c'est que l'équipage du RPA s'est retrouvé avec un Resolution Advisory qui lui a dit climb parce qu'ils étaient au-dessus de 1000 pieds. Donc le TICAS donne
donner un ordre, les pilotes de ligne sont disciplinés, j'ai un RA, j'interromps mon approche, je remets les gaz, il n'y a pas à réfléchir. Par contre, vous êtes en finale 33 en train de vous focaliser sur la piste, à ce moment-là vous avez un traffic, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même automatisme et il n'aurait jamais eu de resolution advisory car ils sont en dessous de 1000 pieds. Ça, c'est peut-être en tant que pilote de ligne la grosse lesson learned de cet accident, avoir conscience de ce danger et du fait qu'il existe dans nos procédures ce petit talon d'Achille en dessous de 1000 pieds s'il y a croisement d'une multitude de voies aériennes. Encore une fois, c'est très exceptionnel à cet endroit précis. Vous n'aurez pas de resolution advisory pour vous aider à la prise de décision de remettre les gaz. Pour les plus professionnels d'entre vous, c'est peut-être un bon élément à briefer dans vos briefings de threat error management sur certains terrains, parce qu'en fait, eh bien, on l'a vu, ça peut tuer. Le point vraiment sur lequel je veux insister, c'est qu'en fait, c'est vraiment ancré dans l'ADN du pilote de ligne, ces SOP. Donc, au-dessus de 1000 pieds, vous êtes protégé, vous réagissez. Mais c'est important de comprendre qu'en dessous de 1000 pieds, vous n'êtes plus protégé. Et si l'équipage, et je dis pas que c'est leur faute, du CRJ 700 s'était dit dès le traffic, on remet des gaz, et qu'ils n'étaient pas partis probablement de cet automatisme de traffic, je fais attention, parce qu'ils sont câblés à réagir au TICAS au-dessus de 1000 pieds, on ne s'entraîne pas à réagir au TICAS en dessous de 1000 pieds, eh bien peut-être qu'on n'aurait jamais entendu parler de cet événement. Maintenant, le TICAS, rassurez-vous, a déjà sauvé par le passé. Et c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Le 24 février 2024, un vol d'Etihad et de Qatar Airways au-dessus du golfe d'Aden ont failli se percuter un Airbus A350 et un 787 parce que le contrôleur aérien a dit au vol du Qatar, qui était au niveau 380, de monter au niveau 400. Or, il y avait l'avion d'Etihad, les pilotes n'ont pas écouté le contrôleur, ont suivi leur resolution advisory et tout le monde a eu la vie sauve. Le fait de faire confiance au TICAS plus qu'au contrôleur aérien, c'est malheureusement le retour d'expérience du crash du Burlington. C'était le 1er juillet 2002 et c'est un Tupolev 154 qui s'est retrouvé à percuter un 767 de la DHL. Dans les premières heures après l'accident, tout le monde a dit c'est la faute des pilotes russes du Tupolev 154 car ils ne comprenaient mal l'anglais. Et après étude des blattes noires, l'enquête, c'est pour ça qu'il faut se méfier des premières réactions, a révélé qu'en fait c'était une erreur de la part du contrôleur où il y a eu une accumulation de citrons, comme à chaque fois, avec un contrôleur qui était seul pour 2 postes, avec un système d'alerte pour le contrôleur qui était hors service à cause d'une opération de maintenance, et le contrôleur qui au final a donné des consignes qui n'étaient pas les bonnes aux équipages, qui étaient l'opposé du TICAS. Les équipages ont fait confiance au contrôleur, et la culture en 2002 aurait été pour quasiment tout le monde de faire confiance au contrôleur, et malheureusement, ça a amené à ce crash. Le contrôleur l'a payé de sa vie, parce qu'environ 1 an et demi après, un membre de la famille de victimes du Tupolev 154 l'a assassiné, après qu'il ait perdu toute sa famille. Donc quand on parle de TICAS, il ne faut pas oublier Burlington, cette priorité du TICAS par rapport au contrôle, mais ce talon d'Achille du TICAS par rapport à nos procédures de pilote de ligne, où nous sommes automatisés à traffic, on se prépare à attendre la resolution advisory, mais elle n'arrivera pas en dessous de 1000 pieds. En tant qu'ancien chasseur, moi ça me fait penser à ce qu'on a découvert en 2015 avec un événement qui avait eu lieu, un incident avec un Rafale Marine, avec un jeune pilote à bord qui est maintenant dans l'armée de l'air, qui s'était fait très peur en se retrouvant en illusion sensorielle en Rafale Marine, train sorti. Et sur le Rafale, à l'époque, on avait déjà un bouton qu'on appelle le bouton Recovery, qui, quand vous ne comprenez plus trop ce qui se passe, c'est le retour d'expérience d'un crash de Rafale de l'armée de l'air, vous appuyez sur le bouton Recovery et l'avion tout seul va remettre les ailes à plat, va faire une ressource et va vous remettre dans une situation saine. Ce jour-là, le pilote avait appuyé sur Recovery, ce qui est un excellent réflexe, mais à l'époque, eh bien, la logique informatique était qu'avec le train sorti, le bouton Recovery était inhibé. Et c'est grâce à la réaction du pilote, quand il est sorti de la couche, qu'il s'est rendu compte en fait, eh bien, qu'il fonçait vers le sol, qu'il avait remis les ailes à plat, qu'il avait tiré, il avait fini très très bas par rapport au sol, mais il avait sauvé sa vie, celle de personnes au sol et son avion. Et une des leçons pour Dassault derrière a été de faire évoluer la logique du bouton Recovery. Donc quand je vois tout ça, je me dis un petit peu que le talon d'Achille que l'on avait sur Rafale Marine, qui a été corrigé depuis, du bouton Recovery, c'est un petit peu le talon d'Achille du RA inhibé, et je ne serais pas étonné qu'une des recommandations du NTSB soit de rajouter dans les cursus de formation et de maintien de compétences des pilotes de ligne des vols où vous devez faire de l'évitement à basse altitude de trafic, que ce soit d'aviation générale, d'hélicoptères ou de militaires. Ce que nous devons
aux victimes de cet accident, c'est d'apprendre au maximum de cet événement, d'en tirer toutes les leçons possibles, de faire évoluer nos pratiques, notre culture et de mettre des plaques de titane au niveau de ce talon d'Achille. Je vous dis à vendredi sur la chaîne, on va parler de la puissance militaire américaine et vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. D'ici là, fly safe.